BFM Business présente la grande interview. Oui, la grande interview pour parler immobilier, effectivement, parce que les choses bougent, véritablement. C'est un sujet important. Absolument, et absolument central, on en parle très souvent. On va en parler avec vous, Guillaume Martineau, bonsoir. Bonsoir. Président du réseau Orpi France. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur BFM Business, parce que vous avez publié une étude ce matin qui nous confirme qu'après 2 années folles, les prix sont vraiment, cette fois, clairement en train de baisser dans de nombreuses grandes villes. Est-ce que la fête est finie, pour reprendre une expression un peu triviale, monsieur Martineau? Oui, la fête est finie. Ouais. On retrouve un semblant de réalité, on devient plus raisonnable. Donc on constate, nous, depuis le début de l'année, 2% de baisse. Donc ça, on le constate depuis le début janvier. On avait vu Ça, c'est sur les 2 premiers mois de l'année, sur les 2 premiers mois. Par rapport à la même période de l'an dernier. Voilà. Et si on est sur la même période, par exemple sur certaines villes, entre janvier, février l'année dernière et là maintenant, Paris, on voit moins 8%. Donc on constate quand même que depuis septembre, le marché a ralenti. On le sentait dans nos agences, mais on n'arrivait pas à l'expliquer à nos vendeurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'expliquer que le marché s'est assagi. Donc on ne peut plus continuer, donc la fête effectivement est finie. Alors si on illustre ça avec un chiffre assez parlant, on est sur le plan national en moyenne à 2523 € du mètre carré, avec certaines grandes villes où ça s'effondre totalement. Nantes moins 29%, Lille moins 17%, et une météo à 2 vitesses par contre pour Paris, avec l'immobilier du luxe qui lui explose, et par contre l'habitation accessible. En fait, toute la partie où les gens habitent, où c'est pas du luxe, où c'est pas de l'investissement d'investisseurs internationaux, et les gens quittent. En tout cas, on est passé en dessous de la barre des 9000. On fait moins 8% sur un an à Paris aussi, là. On a fait moins 8% entre janvier et février l'année dernière. Si on compare la même date, il y a moins 8%. L'année dernière, on avait annoncé des baisses. Et puis, on n'avait pas été vraiment pris au sérieux parce que je pense qu'on était un peu en avance. On constatait dans les agences ce ralentissement. Sur les arrondissements parisiens, qui sont des arrondissements où les gens vivent réellement, quand je dis vivre, c'est-à-dire qu'on a des enfants à l'école, il y a une vraie vie de quartier, c'est pas juste un investissement, j'arrive des États-Unis, j'investis. Eh bien là, on a constaté une baisse. Vous avez Toulouse aussi où ça a baissé. Donc en fait, je pense qu'on a un rééquilibrage et qui est peut-être brutal, parce que la météo dont vous parlez, on n'arrive pas en fait à avoir une vision globale. C'est pas, je peux pas vous dire que ça soit tout le territoire qui baisse. Donc c'est disparate. D'ici quelques mois, on pourra vous en dire un peu plus. Mais ce qui est sûr, c'est que on le sent très nettement dans nos agences. Il y a plus la queue. Vous avez des choses à vendre, il n'y a pas 10 appels. Donc cela dit, ça rééquilibre. Donc il faut aussi garder. On est fin février, début mars, on approche du printemps. Donc je pense que les vendeurs ont compris, en tout cas sont en train de comprendre que c'était plus aussi tonique. Non, mais je vois comme des baisses. Alors, effectivement, du moins 8% Lyon, Toulouse, moins 10% Bordeaux, mais je vois effectivement du Nantes à moins 29%, Lille moins 17%. Voilà, Nantes, moins 29%, pourquoi ça avait tant monté à Nantes, c'est ça l'histoire? Mais je pense qu'il y a eu aussi les événements qui se sont déroulés sur Nantes, peut-être, qui jouent aussi sur le climat, ce côté peut-être un peu d'insécurité, qui n'est peut-être pas forcément justifié, mais en tout cas, ça n'incite pas les gens à se déplacer. Alors, vous parlez des baisses qui sont effectivement marquées, vous avez aussi des villes comme Marseille ou Cannes, qui, elles, ont progressé. C'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'il y a suivant où on se trouve, suivant ce qui s'est passé, suivant comment ça a pu monter. Marseille a rebrousse-poil des autres grandes villes, quoi. C'est ça, Marseille reprend, mais Marseille, on peut se déplacer facilement, il y a un TGV, ça joue. Mais on l'a pas découvert ces derniers mois. Non, on l'a pas découvert, mais il y a, je pense, un rééquilibrage. Je crois que c'était monté, on a eu 2 ans hors norme. Mais alors justement, est-ce qu'on continue d'observer la tendance Covid, c'est-à-dire un vrai attrait pour les villes moyennes? Où ça progresse nettement, effectivement. Alors, on a toujours cette envie, on manque en fait toujours de logements. Donc, on a toujours des gens qui ont envie de venir habiter en province. Mais nos acquéreurs font beaucoup plus attention au prix. Donc, les villes moyennes dont vous parlez ont de l'attrait. Après, c'est comment on peut se déplacer. Vous nous citez quelques-unes des hausses assez spectaculaires sur les villes moyennes? Non, parce que c'est quand même assez significatif. Alors, ça s'affiche sur les écrans. Oui, on va le voir. Vous les avez là, parce que moi, j'avais Marseille 9, 14, parce qu'en fait, si je prends Lyon, Toulouse, où je suis à moins 8%, nous sommes à moins 8%. Ce qui nous a interpellés aussi, c'est on se remet à négocier. C'est-à-dire qu'avant, les prix ne pouvaient pas baisser. Les vendeurs étaient figés sur leur prix, et aujourd'hui on arrive à avoir des discussions là-dessus. Mais là, quand on voit Chambéry, Vichy, plus 50%, c'est quoi? C'est une recherche de qualité de vie aussi? Oui, puis c'est des villes qui étaient peut-être sous-cotées, où les gens n'allaient pas spontanément vers Chambéry, et puis en fait on s'est rendu compte que on pouvait se loger, avoir de l'espace. Les gens qui déménagent veulent retrouver aussi de l'espace, un balcon, un terrain, pas être confinés dans un appartement. Je pense que ça a vraiment marqué les gens, cette histoire de confinement. Et puis vous avez aussi le télétravail qui fait qu'on peut se déplacer beaucoup plus facilement, on peut travailler ailleurs. Donc ces villes
qui peut-être parfois souffrent aussi de gares qui ne sont pas forcément bien desservies ou d'aéroports, eh bien, on peut tout de même y habiter et travailler. Donc les maires ont fait des efforts. Il y a aussi la sécurité qui joue. Je pense, c'est un tout en fait. Et puisqu'on parle de ça, vous avez entendu, oui, bien sûr, vous avez entendu ce qui se prépare, ce plan d'investissement à 100 milliards d'euros dans le ferroviaire, avec des projets, nous dit-on, de RER métropolitain. Est-ce que vous pensez que ça peut susciter de l'attrait pour certaines villes? Alors, peut-être pas forcément des villes moyennes, mais des villes de moindre ampleur situées autour des grandes agglomérations, à parfois 10, 20, 30 km. Oui, ça aidera les gens. On le voit d'ailleurs sur Bordeaux actuellement, où les gens ont quitté un peu le centre-ville de Bordeaux parce que ça a été victime de son attrait. Les gens reculent un petit peu. Donc, si vous avez des modes de déplacement, alors j'espère que ça sera plus convivial que le RER actuellement, parce que c'est pas pour tout de suite surtout. Mais non, c'est pas pour tout de suite, mais on a pris conscience que le ferroviaire c'était aussi un moyen de se déplacer autrement. Et puis on a surtout appris à travailler autrement. Donc ces villes qui sont un peu enclavées, moi je suis toujours très surpris de voir qu'en Creuse ou en Corrèze par exemple, qui sont des villes, des endroits où on peut vivre très bien, sont un peu enclavés. Donc j'ai vu que la SNCF remettait en place des moyens de transport où on pouvait s'arrêter à la demande. Il faut innover aussi parce qu'il y a un patrimoine architectural qu'il faut mettre en valeur. Les gens aspirent en fait à de la quiétude, à trouver quelque chose de... Et puis pas... parce qu'on parle de prix qui explosent, mais il faut aussi pouvoir financer tout ça. Bien sûr. On va en parler dans un temps. Donc pour finir sur le Covid, juste un mot là-dessus, vous nous confirmez que ce qu'on a dit après le Covid, le besoin d'exode, sortir... C'était pas un pis-aller, c'était pas un phénomène éphémère. Parce que je vous pose la question, parce qu'on a commencé à lire au fil des mois des articles sur le fait que certains qui avaient quitté un peu précipitamment les grandes villes s'en mordaient les doigts. Non, finalement, on le ressent pas. Vous sentez encore aujourd'hui que c'est... Non, mais on pense, on le constate, on a beaucoup plus de gens qui cherchent à venir habiter dans ces petites villes de province que de repartir. Donc le côté je suis venu, j'ai vu, et puis finalement je me suis pas plu, je suis reparti. Non, on le vit pas. Il y a un changement profond d'attitude. Vous prenez les jeunes, plus jeunes que moi en tout cas, le rapport au travail, le rapport à l'habitation n'est plus le même, donc on a envie de se poser. C'est pas forcément de faire un coût immobilier, c'est juste comment je vais vivre, comment je vais élever ma famille. Donc par contre, depuis 2 ans, les prix étaient vraiment devenus très hauts. Et puis actuellement, les gens ne peuvent pas suivre forcément. Donc c'est salutaire. Je pense que ce qui se passe actuellement est salutaire. Oui, c'est ça, c'est un rééquilibrage. Mais si on se projette un peu, Guillaume Martineau, dans cette année 2023, quelles sont les tendances auxquelles vous vous attendez? Parce que quelque part, évidemment, on a une conjoncture économique compliquée. En même temps, on a évité la récession. La France reste par ailleurs le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Est-ce que vous pensez que tout ça mis bout à bout va faire que finalement, ça va être une année pas si mal? Écoutez, je serais très prétentieux si je pouvais vous expliquer ce qui va se passer dans les mois qui viennent. J'ai pas de boule de cristal. Je pense qu'on a eu un début janvier où on a eu peur. En fait, dans nos agences, on a senti le vent du boulet, ça s'arrêtait, plus d'appels, plus rien. Bon, après, janvier, c'est traditionnellement un mois plus calme. Et puis là, nous sommes fin février, on se remet à avoir des demandes. Donc, je pense que l'année sera pas si mauvaise. Vous prenez en octobre, novembre, on nous annonçait une récession terrible. C'est ça, voilà. On allait chauffer à la bougie avec l'électricité. Et puis finalement, on a passé l'hiver. Donc, voilà, j'espère. Le contexte est lourd, le contexte économique et international est lourd, mais quand même, les gens, il y a toujours. On a fait une étude chez Orpi, il y a un Français sur 5 qui a un projet immobilier. Alors c'est quand même énorme, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont envie de bouger, de déménager. Je discutais avec des gens dans le couloir là, chez vous qui parlent aussi de bouger, mais qui s'interrogent. Est-ce que je vais vivre ailleurs, mais est-ce que je peux avoir un travail ici? Donc c'est compliqué. Donc, Et alors juste, si on continue à se projeter un tout petit peu plus loin, si on part sur 2024, les Jeux Olympiques à Paris, est-ce que vous pensez que ça va être une vraie vitrine, notamment pour l'international, et que ça va avoir un impact sur les prix? Oui, vu ce qui se prépare, ça sera quand même une magnifique opportunité pour Paris et pour la France de montrer ce que nous sommes. Je pense que tous les investisseurs étrangers qui continuent à venir vont encore avoir plus envie de venir, parce que cet immobilier du luxe tire aussi Paris vers le haut. Mais il faut regarder Paris si on veut y vivre. Parce que si c'est juste de l'investissement, alors ça deviendra une ville-musée. Mais les Jeux Olympiques seront une très bonne opportunité pour parler de nous. Ce sera évidemment une belle fenêtre de tir, effectivement. Dans le climat actuel, alors c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est le moment d'acheter, selon l'expression générique? Parce que d'un côté, on a des prix qui baissent, on vient d'en parler, mais de l'autre, on a des taux d'intérêt qui remontent. Alors l'un dans l'autre, si vous me passez cette expression, est-ce que l'acquéreur est gagnant? Est-ce qu'il a intérêt à regarder maintenant ou à attendre de voir? Wait and see, finalement. Si je peux me permettre, c'est toujours le moment d'acheter. Ce que vous achetez, c'est l'affaire. J'en attendais pas autrement de votre part. Mais vous savez, ça fait 30 ans que je fais ça. En fait, si vous achetez quelque chose parce que c'est l'affaire de votre vie, parce que vous pensez que vous alliez être bien vous-même, votre famille ou peu importe, voilà, l'histoire de taux d'intérêt, ça monte, ça descend. Il faut regarder si vraiment ça vaut le coup. Après, les taux d'intérêt, c'est une chose. Il ne faut pas en sous-estimer l'impact psychologique et financier, mais je pense qu'on a trop vu l'immobilier sur un plan spéculatif.
si on pouvait retrouver juste l'immobilier pour habiter, pour se développer. Oui, bien sûr, mais après, il y a aussi la réalité des remboursements mensuels. Et donc, évidemment, emprunter à des taux d'intérêt qui sont très élevés, c'est beaucoup moins intéressant, en tout cas. Bien sûr, mais c'est pour ça les taux aussi sont très bas. Tout ce qui se passe avec le taux d'usure. Alors justement, voilà, est-ce que c'est une bonne nouvelle que ce taux d'usure remonte à 4%, donc après-demain, dès le 1er mars? Oui, moi je pense que c'est une bonne chose parce qu'en fait, c'est un signal qui fait comprendre aux vendeurs qu'on ne peut pas continuer à espérer avoir des prix trop élevés. Il faut financer tous nos clients. Quand on voit que des gens qui ont de bons revenus, même pour faire un emprunt travaux, ne passent pas parce que le taux d'usure les bloque, ça interpelle quand même. Quand vous êtes des gens qui ont de très bons revenus qui sont bloqués, donc évidemment, c'est jamais une bonne nouvelle quand les taux augmentent, mais c'est aussi le moyen de faire baisser la pression, de dire à nos concitoyens, attention, il faut financer tout ça, parce que souvent quand vous posez des questions à un vendeur, est-ce qu'il pourrait racheter aujourd'hui son propre bien? Il n'est pas en capacité de le faire, parce que c'est monté tellement haut, mais ses propres enfants ne pourraient pas. Et justement, parce qu'on parle des acquéreurs, effectivement, mais les vendeurs, est-ce qu'ils sont encore aujourd'hui dans le déni? Moins. C'est logique de la part d'un vendeur, vous me direz. C'est logique. Je ne veux pas baisser mon prix, je ne veux pas brader mon bien. Mais, est-ce qu'ils ont intégré cette nouvelle donne? Est-ce qu'ils ont intégré cette nouvelle donne? Je pense qu'ils sont en train de l'intégrer. Puis vous, de votre côté, vous faites aussi, quelque part, vous nous aidez aussi à... Parce que quand moi, je vais chez un client en lui disant que les prix ont baissé, on ne m'écoute pas forcément. Je suis agent immobilier, alors on va me dire non, mais pas, ce que vous me dites n'est pas forcément vrai. Quand les médias en parlent, ça nous aide. Donc en fait, les vendeurs sont en train de réaliser que... de toute façon, quand vous n'avez pas de visite, il y a un truc tout bête, c'est que vous mettez en vente, si au bout d'un mois, il n'y a pas de visite, il y a quelque chose. C'est-à-dire que le client magique qui va tomber du ciel, ça n'existe pas. Bien que vous lui ayez dit dans l'intervalle, il attend Nous, ce qu'on conseille dans nos agences, c'est de faire un point tous les mois. Le plus souvent possible, bien sûr, mais au bout d'un mois, on a quand même du recul. Quand vous n'avez amené personne pendant un mois, c'est qu'il se passe quelque chose, hormis l'hiver. C'est pour ça que là, fin février, on ressent le mouvement, ça rebouge. Ce sera intéressant de voir d'ici 2 mois, avec l'impact des taux d'intérêt du taux d'usure. Mais les vendeurs écoutent un peu plus quand même. Alors justement, est-ce que par rapport au fait que les vendeurs écoutent un peu plus, est-ce que ça a un impact sur les délais de négociation? Eh bien, ça a un délai si le vendeur est raisonnable. Si le vendeur écoute pas ça... Non, mais dans les faits, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Dans les faits, en fait, on est à 96 jours chez Orpi. C'est à peu près le délai moyen sur un mandat exclusif. Donc, ça a un impact. En tout cas, on peut aller plus vite et ils acceptent plus rapidement une légère baisse si c'est justifié. Nos vendeurs ont changé. En tout cas, ce qui est manifeste, c'est qu'on est plutôt comme en septembre, où là, on a souffert, septembre-décembre, on expliquait les choses aux vendeurs, ils n'écoutaient pas vraiment. Et puis maintenant, l'accumulation de tout ce qui se passe à droite à gauche. Mais c'est là aussi, vous aviez déjà eu cette formule, vous étiez venu nous voir il y a 2 mois, ici même, vous aviez eu cette formule de « on recommence à faire notre job ». Et bien là, ça y est, on le fait. Ce qui n'était plus le cas. Ça veut dire quoi, en fait? Eh bien, c'est-à-dire que vous m'appeliez, vous me disiez, Guillaume, moi, parce que moi, j'en veux tel prix, j'avais même pas le temps de discuter avec vous, le prix était sûr, vous étiez sûr de votre prix. Aujourd'hui, refaire notre métier, c'est pouvoir justifier pourquoi on pense que ça vaut tel prix, qu'est-ce qui s'est vendu à côté, qu'est-ce qui est sur le marché. Donc, refaire son métier, c'est d'être cohérent, c'est de pouvoir croiser son vendeur, son acquéreur, sainement, de ne pas survendre, mais juste de vendre au bon prix, au prix du marché. Parce que c'est toujours pareil, quand on dit que j'ai acheté il y a 2 ans, je l'ai acheté trop cher ou pas assez cher, vous l'avez acheté à un moment, ça reprend la discussion qu'on avait, vous me demandiez si c'était le moment d'acheter. Quand vous achetez, il faut que ce que vous achetiez soit quelque chose de justifié. Un mot peut-être sur ce qui est entré en vigueur au 1er janvier dernier, l'interdiction de relouer en l'état certaines passoires thermiques. Est-ce que ça ne va pas finalement mettre un peu plus de tension qu'il n'y a déjà sur le marché locatif ? Alors, ça ne nous aide pas vraiment Il y a une tension, effectivement. La loi climat et résilience, c'est une bonne loi. Par contre, elle pénalise un peu parce qu'elle est arrivée un peu brutalement, le temps que tout le monde comprenne comment faire les travaux. Il y a déjà, on a des difficultés à avoir des biens à louer. Donc, ça n'aide pas, même si je reste persuadé qu'à terme, ça sera une bonne chose pour nos clients, pour nos concitoyens, parce que d'avoir des logements décents, c'est important. Mais c'est arrivé c'est un peu brouillon, et on a du mal à s'y retrouver. Mais est-ce que vous avez vu là, parce que certains articles l'ont décrit, vous allez nous confirmer, que vous avez vu à l'approche du 31 décembre, des vendeurs essayer de se débarrasser en catastrophe de ces biens-là, justement? Ou est-ce que le mouvement, est-ce que c'est quelque chose que vous observez encore maintenant, quelques semaines après l'entrée en vigueur de ce... Non, mais on a par contre plus d'acquéreurs qui cherchent à acheter des passoires thermiques en nous disant, voilà, j'aimerais faire un coup, pouvoir acheter quelque chose de moins cher parce que je peux négocier plus facilement. On a des propriétaires qui ont du mal à s'y retrouver, encore une fois, parce que sur ce qui peut se louer, pas se louer. C'est pour ça que chez Orpi, on a mis en place des partenariats pour aider nos clients à s'y retrouver, parce que le maquis des aides est très dur, très difficile.
Donc il y a un besoin de pédagogie important là-dessus. Et est-ce qu'il y a des propriétaires qui voudraient revendre ces passoires thermiques, mais qui n'étant pas convaincus par le prix que leur propose, le retirent tout simplement du marché, le bien? Ça doit exister aussi, ça. Ça existe. Si ça peut être dans le déni aussi, mais c'est comme ça. Alors moi, je suis dans une région où on fait de la location saisonnière dans le sud des Landes. Ouais. Les gens le remettent en location saisonnière, ce qui n'est pas non plus une bonne idée, parce que finalement, vous reculez pour mieux sauter, parce qu'un jour ou l'autre, il faudra faire les travaux. Donc il y a un déni, oui, mais maintenant, c'est acquis. On ne reviendra pas en arrière sur ces travaux, sur ces passoires énergétiques. Mais vous parliez là du maquis des outils existants. Comment est-ce qu'on peut encourager aujourd'hui les gens à s'emparer en effet de ce qui existe? Je pense notamment à MaPrimeRénov', qui n'est pas un énorme succès. Ça passe par quoi? Qu'est-ce que vous dites à vos clients? De la pédagogie. Ça passe par sortir d'un langage technocratique, parce que même les professionnels n'arrive pas forcément à l'expliquer. Si je dois vous expliquer MaPrimeRénov' ce soir, je préfère fuir en courant très vite en espérant que l'interview s'arrête. Non, on a envie que vous restiez. MaPrimeRénov', c'est une bonne chose, mais je pense que nos hommes politiques, quels qu'ils soient, ont besoin de se reconnecter au terrain, de remettre les pieds sur terre un peu et d'expliquer aux gens simplement comment ça marche. Vous aviez, je crois que c'est un journaliste de chez vous, Michel Chevalet, si je ne dis pas de bêtises. C'est Michel Chevalet. Voilà, mais qui expliquait toujours comment ça marche. C'est ce qu'on a cherché à faire chez Orpi. Vous ferez attention, on a fait des publicités où pour la première fois on parle justement de l'impact de l'énergie, de cette passoire thermique. C'est la première fois qu'on met en avant un client qui se pose la question, parce que c'est compliqué. Donc, on encourage nos conseillers, on fait des webinaires réguliers pour leur apprendre à expliquer. Il y a des sociétés qui vous aident aujourd'hui à répertorier des sociétés, enfin des entreprises en région qui sont capables de vous accompagner. Et je pense que MaPrimeRénov' aujourd'hui, c'est pas le tout de jeter des mesures en disant des chèques et de l'argent pour rénover, on va vous donner de l'argent comme ça. Ça ne marchera pas. Un peu de pédagogie, je pense que c'est ça qui nous aidera simplement. Non, mais c'est ça. Alors, il reste une grosse minute, mais je voudrais juste te rappeler, vous le dites, on recommence à faire notre métier. Ça vous a marqué, ça? Oui, ça m'a marqué, parce que je trouve que c'est intéressant. Et puis, ça bat un peu les idées reçues aussi sur le métier d'agent immobilier et sur ces nouvelles formes d'agences qui apparaissent de plus en plus aujourd'hui, plus virtuelles. Voilà. Et comment est-ce que vous les regardez, ces nouveaux concurrents? Vous dites non Si je vous fais une réponse politiquement correcte, je vous dirais que je les regarde, je les observe. Par contre, ce que j'observe depuis 2-3 mois, c'est que j'ai beaucoup de conseillers de ces agences-là qui reviennent vers nos agences. C'est pas vrai. Qu'ils appelaient, je pense un peu ironiquement, agences vitrées, un peu les disrupteurs. Oui, enfin, ils nous regardaient un peu comme des dinosaures. Je ne vais pas dire les agences de papa, c'est pas le cas. Des dinosaures. Voilà, des dinosaures. Ouais. Et en fait, ils sont en train de se rendre compte que humainement, on existe. On a des bureaux avec des gens qui sont là, qui reçoivent nos clients. Je crois qu'il y a besoin de remettre de l'humanité dans l'immobilier, parce que le tout digital. Oui, plafonner certains tarifs, c'est aussi la promesse. Oui, c'est une promesse. Oui. Après, il faut regarder, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais je crois qu'il y a le métier d'agent immobilier, c'est un vrai métier. Il faut des compétences juridiques, il faut savoir faire de la visite virtuelle, il faut savoir reconnaître. C'est pas si simple. Et ouvrir une porte, c'est pas couvrir une porte. C'est bon. Et moi, je suis content quand je vois nos jeunes conseillers qui peuvent enfin expliquer ce qu'ils font, justifier juridiquement leurs honoraires, justifier pourquoi ça vaut tel prix. Et après, il y a de la place pour tout le monde. Vous recherchez là, les agents? Oui, on recrute, bien sûr. On cherche à recruter. On manque de monde dans nos agences parce qu'en fait, on a beaucoup de demandes. C'est un métier qui attire, mais c'est un métier aussi de marathonien. Il faut regarder sur la durée. C'est pas juste côté show-off. Mais c'est un beau métier. Je pense qu'on ne sauve pas des vies, mais par contre, on loge des gens qui sauvent des vies. Et c'est important, évidemment. Et qu'est-ce que vos agents, justement, conseillent à vos clients? Qu'est-ce qu'il faut regarder à la loupe quand on veut acquérir? Est-ce qu'il faut se concentrer sur les taux d'intérêt? Est-ce qu'il faut se concentrer sur la valeur du logement? Sur les conditions d'acquisition? Est-ce que c'est un mix? Déjà, il faut regarder comment vous vous y projetez, comment vous voyez votre vie dedans. Après, les taux d'intérêt ou les prix, on peut toujours négocier quelque chose, mais comment vous voyez évoluer? Quelle est la situation de votre famille ou de vous-même, votre lieu de travail? Est-ce que vous avez besoin d'Internet ou pas? Donc, en fait, je crois qu'il faut regarder l'immobilier comme un endroit où on vit, on s'épanouit, et pas uniquement spéculatif. Bien sûr que ça joue, mais n'oublions pas que ce soir, nous tous les trois, on doit dormir quelque part. Absolument. Donc, comment y dormir et dans de bonnes conditions? Rendez-vous dans les agences Orpi pour continuer la discussion. L'achat d'une vie, absolument. Merci beaucoup, Guillaume Martineau. Merci de passer nous voir ce soir, le président d'Orpi France, avec nous ce soir sur BFM Business. Merci beaucoup, à très vite. Merci. Avec plaisir. 19h56, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est terminé, en effet, mais si vous souhaitez revoir une partie de cette émission, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, ou sinon c'est sur les plateformes bfmbusiness.fr.